Nouvelle petite séance de kanji, on avance doucement, mais sûrement c'est comme ça qu'il faut voir les choses de l'apprentissage. Hein. On avance à notre rythme, mais on avance, faut pas arrêter. Alors, comme d'hab, abonnez-vous, parlez-en à tout le monde, etc. etc. N'oubliez pas de liker et de commenter, c'est important, c'est important. Comme ça les autres, les petits camarades, ils sont au courant de l'existence de la chaîne. Voilà, voilà. Et donc, alors là, on va commencer par un kanji d'un mot assez commun, d'accord? Et au niveau des composants, c'est du concret. D'abord, on a notre petit drapeau qui est là. En dessous du petit drapeau, on va avoir un petit mouton. Je vais le refaire un peu la gauche du drapeau là. Elle me plaît pas. Hop, voilà, un peu plus haut. Pour avoir plus de place pour faire mon petit mouton. Voilà. Petit mouton avec ses petites cornes. Et à gauche de ça, je vais avoir le chemin qui l'enveloppe un peu à partir de la gauche. Voilà, on a trouvé notre petit kanji. Notre kanji, c'est celui de l'adjectif osoi, qui veut dire lent, en retard surtout. Osoi, t'es trop en retard là. La lecture kun, les autres lectures kun, donc c'est okureru, okurasu plus rare, mais okureru, être en retard, se mettre en retard. Et cette lecture onchi, comme dans le mot chikoku. Ah, chikoku shichau. Oh, je vais être en retard. Hein, c'est ce combiné-là, hein, avec un instant à droite. Un petit moment précis dans le temps. Donc, chikoku suru, pareil, se mettre en retard, c'est le même sens que okureru. Prendre du retard. Osoi, osoi. Moi, j'ai pensé... à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à une manifestation. Une manifestation de moutons. Hein, parce que souvent, les groupes, on les compare à des moutons. Donc là, j'ai imaginé des vrais moutons qui allaient manifester. Peut-être qu'ils en avaient marre du loup ou je sais pas quoi. Et qu'ils avaient des petits drapeaux. Hein, voilà. Pendant leur manifestation. Pour dire libérez-nous, libérez-nous du loup ou je sais pas quoi. Donc nos moutons qui sont sur la route, sur le chemin, hein, et qui manifestent avec leur petit fanion. Et dans une manifestation, on n'avance pas très vite. Hein. Le principe, c'est de faire du bruit, des choses comme ça. Alors Dirty, tu as mis un mouton en retard dans des champs sur l'île de Shikoku. Attention, hein, c'est Shikoku, pas Chikoku hein, pour l'île. C'est un son différent. Mais c'est sympa comme histoire. Alors, notre petit machin. Notre petit mouton. Voilà, voilà. Le suivant, c'est aussi du concret. Et on va être assez aquatique cette fois-ci. Donc, mon drapeau. Enfin non, je vais pas commencer par le drapeau cette fois-ci. Hop. On va avoir la clé de l'eau, Sanzui. Hein, les trois traits qui font la clé de l'eau douce à gauche. À droite, mon drapeau, puisqu'on passe du temps avec lui en ce moment. Et en dessous du drapeau, je vais avoir, je me suis pas laissé beaucoup de place pour le faire, mais c'est pas grave, je vais avoir la pluie. Ah mais... plutôt mais d'ailleurs. Donc, voilà. De l'eau, le drapeau et encore de l'eau. Ah ben, à quoi va nous servir toute cette eau? Eh ben, je vous le donne en mille, on va avoir un sens en rapport avec l'eau. Moru, moreru. Hein, moreru, c'est le fait de fuir pour un liquide. On peut aussi s'en servir pour parler de laisser de fuiter une information qui fuite. J'ai un chouïa baissé la musique, elle est un peu forte là. Voilà. Donc, moru, moreru, morasu, hein, ça c'est la version transitive, faire fuiter quelque chose. Et on a ro, qui est utilisé dans différents mots. Là, le premier qui me vient à l'esprit, il est un peu dégueu. Donc voilà, ro shutsu, la fuite. Hein, le fait que
Ça sort en fuitant, hein, avec le kanji de la sortie. Deru, shutsu. Tiac, tiac, tiac. Donc, on a de l'eau, un drapeau et de la flotte partout. Alors, toi, tu penses, Dirty, à Totoro qui se protège de la pluie. C'est vrai que moi aussi, j'avais pensé à Totoro pour ce kanji. Parce que il a une sorte de petite feuille au départ sur la tête, avant que dans le film, dans le dessin animé, Satsuki lui donne un parapluie. Il a juste une petite feuille, et j'ai pensé que voilà, cette petite feuille, c'était le petit drapeau et il espérait que ça le protège de la pluie, mais finalement, il se retrouve complètement inondé avec de la pluie partout, donc parce qu'il y a la pluie qui fuite de partout. Hein, donc on peut aussi penser que le parapluie, il est peut-être un peu troué ou quoi que ce soit. Mais ouais, cette scène de Totoro, c'est le bon truc pour retenir ce kanji. Ensuite, on va avoir notre drapeau, cette fois-ci à gauche. Et en dessous, une serviette, un morceau de tissu. À droite de tout ça, un sabre. Ce composant à droite, ça indique, c'est une variante du katana, et c'est un sabre. Tout ça pour nous donner ce caractère-là. Qui a trait à l'impression. On le trouve dans le mot insatsu. Vous voyez que cette prononciation on-satsu, hein, voilà. Donc insatsu, avec le in de... Oh, ils nous l'ont même pas mis. C'est nul, c'est le mot le plus courant avec ce kanji. Hein, insatsu. Insatsu, l'impression, imprimé. Voilà, drapeau, serviette, sabre. On a aussi le verbe seru qui veut dire imprimer ou tamponner ou teindre, par exemple. On parle notamment de serimono, par exemple. Hop, hein, pour les choses qui ont été imprimées. Voilà, mais bon, c'est un petit peu moins courant que cette lecture satsu qu'on trouve avec le mot insatsu. Pas forcément évident de se faire effectivement un rapprochement, une histoire là. Moi, j'avais pensé en fait j'avais pensé au début de l'imprimerie et je me suis fait un film dans ma tête où les débuts de l'imprimerie au Japon, c'était des samouraïs, donc c'est pour ça qu'ils avaient des espèces de sabres, là, des katanas. Et qu'ils essayaient d'imprimer des choses, des caractères sur sur du tissu, sur des serviettes en tissu, parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de papier, et qu'ils les disposaient, comme elles étaient un peu humides une fois qu'elles étaient pleines d'encre, qu'ils les disposaient comme des sortes de fanions, de petits drapeaux, pour les faire sécher. Donc j'ai imaginé ces serviettes qui séchaient là, qui avaient été disposées avec des longs katanas, pour les transférer sans les abîmer d'un endroit à l'autre. Je m'étais fait cette petite image mentale que c'était les débuts de l'imprimerie au Japon. Ce qui correspond sans doute pas du tout au début de l'imprimerie au Japon, mais c'est pas grave. Moi, c'est resté comme ça dans ma tête. Le suivant, alors, c'est un kanji, mais c'est avant tout un composant. Hein. Donc, parce que en tant que kanji, bon, on va pas le croiser tous les 4 matins, parce que c'est un terme un peu archaïque. Ça commence par un drapeau, sauf que c'est un drapeau auquel on rajoute une petite jambe en plus. Ok ? Et tout ça, ça nous donne un composant qu'on va retrouver dans plein de kanji. Un composant et un kanji. Ce kanji là qui m'a été gentiment reconnu par jisho.org, c'est un shaku. Alors un shaku keizako, c'est une unité de mesure qui fait à peu près 30 cm. C'est une vieille unité de mesure. On retrouve ce terme shaku dans le mot shakuhachi, qui désigne un
un type de flûte. Donc là, j'ai perdu tout le monde, mais c'est pas grave. Shakuhachi. Voilà. C'est parce que c'était... oula, je savais pas qu'on pouvait s'en servir pour dire des choses un peu plus tendancieuses. Donc, shakuhachi, c'est donc une flûte. Et une flûte qui portait ce nom-là parce qu'elle elle mesurait un shaku et 8 sun, qui est une sous-unité de mesure qu'on avait déjà vue, qui représente à peu près donc un pied et 8 pouces ou je sais pas quoi. Me demandez pas de faire des maths, mais donc des shakuhachi, ben, on peut regarder à quoi ça ressemble. Si vous voulez, voilà, c'est un très joli... c'est un très très joli instrument de musique, très beau, comme une sorte de flûte à bec en bambou plus joli, qui a un son extrêmement japonais, on va dire. Voilà, et c'est le sens qu'on va donner avant tout à ce kanji, le shakuhachi, parce que ça beaucoup plus concret, ça permettra de s'en souvenir plus facilement pour les combinaisons qu'on va faire après. Et en plus, c'est proche de son sens qui est le shaku, cette unité de mesure. Moi, je me suis pas fait d'histoire mnémotechnique particulière parce que c'est un composant assez simple visuellement. Donc voilà, j'ai admis, on va dire que ça, c'était une représentation visuelle du shakuhachi. Vous pouvez éventuellement imaginer une personne, hito, qui est en train de souffler dans son shakuhachi avec sa bouche, kuchi. Si vous combinez la bouche et la personne, bah, ça peut vous donner comme ça cette idée de quelqu'un qui joue de la flûte. Ok. Le premier kanji qu'on va voir avec ce composant lui ressemble beaucoup puisque le composant va être en haut. Hop. Et en dessous du composant... Ouais, j'ai pas bien fait d'ailleurs, je vais faire partir de là, ça va être plus facile, voilà. J'ai 2 traits comme ça, qui nous rappellent la glace. La glace, un petit composant qu'on ne voit pas si souvent que ça. Donc le shakuhachi est de la glace. Le sens, c'est celui qu'on attache au verbe tsukiru, c'est épuiser, dans le sens épuiser une ressource, consommer la totalité d'une ressource qui fait qu'on n'en a plus à la fin. Tsukiru, c'est ça, être épuisé, puisque c'est un verbe intransitif. On a tsukusu, qui veut dire épuiser une ressource, donc transitif, avec un objet. Des lectures on, j'ai jin, j'ai san, voilà. Que vous dire de plus sur ce kanji? D'un point de vue, oui, voilà, jinryoku, les efforts, l'idée qu'on s'épuise à faire quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Ouais. L'histoire mnémotechnique que je m'étais fait avec ce kanji, j'avais pensé... alors c'est très spécifique, mais j'adore le film musical et la comédie musicale Chicago avec Catherine Zeta-Jones et Richard Gere et Renée Zellweger. Et dedans, il y a un moment où Catherine Zeta-Jones raconte une histoire. Elle raconte la nuit où elle a tué sa sœur, même si elle ne reconnaît pas que c'est elle qui a tué sa sœur. Et elle dit à un moment « We ran out of ice ». Ok, « We ran out of ice », c'est-à-dire on a épuisé notre ressource en glace. On n'avait plus de glace, on n'avait plus de glaçons. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit qu'elle est partie, et quand elle est revenue, ils étaient morts. Parce qu'elle a tué aussi son mari, en plus que sa sœur. Bref. Sacré personnage, cette Velma Kelly. Donc, moi j'ai pensé qu'elle elle avait plus de glace, donc elle avait épuisé sa ressource en glace, et qu'elle était sortie, et qu'avec son shakuhachi, parce qu'évidemment elle avait une flûte japonaise sur elle, logique, elle s'en était servie comme un pic à glace pour
Là c'est plus comme dans Basic Instinct, autre vieux film, plus vieux d'ailleurs, pour récupérer de la glace, voire peut-être qu'elle s'est servie après du shakuhachi comme un pic à glace pour aller buter sa sœur, je ne sais pas, j'étais pas là. Voilà, donc je m'étais fait toute cette image mentale liée à ce souvenir-là, parce que c'est un film que j'adore. Mais vous trouverez sans doute quelque chose entre la glace, le shakuhachi, peut-être un moine zen qui s'épuise à faire du shakuhachi l'hiver alors qu'il y a de la glace partout et qu'il y a le bout de son nez qui congèle, voilà, et qu'à la fin il est complètement épuisé, voire mort. Oh non. Alors, notre shakuhachi, on va le trouver ici aussi avec la clé de l'eau. Hop. Donc la clé Sanzui, l'eau à gauche. Le sens de ce kanji, c'est un marais, un marécage. On le trouve dans pas mal de noms propres, avec cette prononciation sawa. Bon, les autres prononciations, vous pouvez un petit peu les oublier, franchement, on les trouve pas tant que ça. Et la prononciation on-taku, on va la trouver, en revanche, dans différents mots qui n'ont pas exactement le sens premier, enfin, qui font pas tellement appel à ce sens de marécage. Donc je vous dis, on le trouve dans des noms propres, comme par exemple Kanazawa. Kanazawa. Voilà, Kanazawa, qui est une très belle ville. Au Japon, Karuizawa. Karuizawa, qui est aussi une ville intéressante. Et cette lecture taku, on va la trouver dans des mots comme takusan. Takusan, et oui, takusan peut s'écrire en kanji. Bon, généralement, vous allez le trouver en hiragana. Takusan, ça veut dire nombreux, beaucoup de. Eh bien, c'est dérivé de ces kanji-là. Hein. Donc, des montagnes et des marais, ça veut dire beaucoup. Ok. L'étymologie est intéressante. Voilà. Comment on va le retenir, ce sens-là? Oui. Ah oui, pardon, je voulais dire ce taku. Ouais, non. Avec la brillance, la grâce, ouais, j'ai pas forcément de mots qui me viennent là tout de suite. Hein. Donc on va se concentrer sur le sens du sawa, hein, le sens du marais, du marécage. Donc notre marécage, on a de l'eau et on a des shakuhachi. Qu'est-ce que je m'étais fait comme histoire pour ce truc-là? Je m'en souviens plus trop. Ouais, j'ai un peu un blanc sur l'histoire que je m'étais fait. Faites. J'ai toujours du mal avec la langue française. Ah oui, bien sûr. Oui. Bah, c'était la même histoire que ce monsieur-là. Alors, je crois que c'était une scène qu'il y avait dans Le Seigneur des Anneaux, mais je suis plus sûr. J'avais imaginé que quelqu'un était poursuivi par ses ennemis et qui devait absolument se cacher. Et pour se cacher de ses ennemis, il plongeait dans l'eau boueuse du marécage et il utilisait juste une petite flûte, un petit shakuhachi comme paille pour pouvoir respirer à la surface, tout en restant bien caché dans l'eau. Donc ouais, c'est cette histoire-là que j'avais sans doute piqué sur ce site, si j'étais pas plus inspiré que ça. Mais ça me rappelle vaguement des trucs du Seigneur des Anneaux. Il y avait des histoires de. Il y avait une scène, un moment où Frodon tombait dans un marais ou je sais plus quoi. Voilà. La suivante. Le kanji suivant, pardon. Donc là, on va voir la clé du langage. Dire quelque chose. Iu. 4 petits traits et la bouche en dessous. Et à droite de cette langue, de ce langage, notre shakuhachi, notre jolie flûte. Hop. Le sens de ce kanji, c'est la traduction, l'explication. On va le trouver avec sa lecture on yaku.
avec, dans des mots en lien avec la traduction, qu'évidemment ils nous ont pas mis plus bas, ce qui est débile. Hein. Les mots les plus courants, ça va être honyaku, une traduction de quelque chose écrit, ou tsuyaku. Hein, la tsuyaku, c'est la traduction interprète. C'est le fait de traduire quelque chose qui est parlé. Honyaku, c'est traduire quelque chose écrit. Et tsuyaku, la traduction orale. L'interprète, le fait d'être interprète. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en lecture kun, il a cette prononciation wake. Alors wake, c'est un mot dont le sens premier, c'est voilà, la raison, la situation, le cas, la circonstance. Et c'est un mot un peu passe-partout qui nous embête pas mal, parce qu'on le trouve dans pas mal d'expressions en japonais, et en fonction du contexte, c'est pas toujours évident à capter. On en a deux là qui sont indiqués ici. Par exemple, on a l'expression wake ga nai. Hein, quand vous mettez une petite proposition qui vient qualifier wake, et après wake ga nai. Ça veut dire il n'y a pas moyen que, c'est absolument impossible, j'ai la certitude que non. Hein, ou c'est pas comme si voilà, c'est pas comme si ça c'était possible. Tout ce que tu viens de me raconter là avant wake, il n'y a pas moyen, j'y crois pas quoi. Hein. Ou ça peut, en fonction du contexte aussi, vouloir dire c'est pas pour autant que, hein, c'est pas parce que ceci cela que ceci cela. Donc wake, pas facile. On a aussi mo shiwake, comme dans mo shiwake arimasen, mo shiwake gozaimasen, qui est une façon très polie de présenter ses excuses. Hein, je suis désolé, mais hein, ça se dit beaucoup à des clients dans un contexte professionnel. Mo okiakusama, mo shiwake gozaimasen ga. Hein, je suis désolé. Littéralement, mo shiwake, ça veut dire la situation où je dis quelque chose. Donc je n'ai rien à dire pour ma défense, mais je vais quand même vous présenter des excuses. Voilà. Eh bien, moi le shakuhachi, ça m'a fait penser au temps que j'avais passé au Langzhou à l'INALCO. Et ma foi, très longtemps, puis j'étais pas resté si longtemps que ça. J'étais resté que 2 ans. Et donc j'avais pensé au fait de... parce que j'avais eu des cours sur le shakuhachi et tout, donc j'avais pensé aux cours de musique japonaise, et au fait que quand on nous disait des trucs sur le shakuhachi, bah, il fallait que quelqu'un traduise, parce qu'on n'allait pas comprendre ce que disait le musicien japonais d'origine. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai gardé ce sens de traduction. Mais c'est pas mal si assez vite vous vous familiarisez avec les formes avec wake, parce que c'est des formes un peu frustrantes quand on les comprend pas. Notre shakuhachi va continuer à nous servir, cette fois-ci avec les doigts. Oh, les doigts et les shakuhachi. Voilà, les doigts, la main, hein, et les shakuhachi. Le sens de ce kanji, vous voyez qu'en lecture kun, on a le verbe erabu. Alors c'est pas le kanji qu'on utilise habituellement pour le verbe erabu, qui veut dire choisir. On va surtout le trouver dans sa lecture on, qui est taku, comme dans le mot sentaku, qui veut dire une sélection. Mais c'est bien le sens de ce kanji, tout ça. Hein. Choisir, sélectionner. Et voilà. Ils nous l'ont pas mis en dessous, mais bon, je vais quand même vous le montrer. Hein. Sentaku, c'est donc... Non, pas le sentaku de la lessive, hein, le sentaku de la sélection. Voilà, le choix, la sélection. Et là, on trouve, avec ce kanji qui se lit sen, le vrai, entre guillemets, le kanji utilisé le plus souvent pour le verbe erabu, choisir. Donc voilà, le choix du choix, hein, la sélection. Et non pas la lessive. Erabu, erabimasu. Donc, taku, taku. Moi, pour le retenir, celui-là, bah, j'ai pensé que le joueur de shakuhachi, hein, il devait tout le temps choisir, soit choisir la bonne flûte, soit choisir sur quel trou mettre ses doigts pour faire la bonne note. Bref, c'est comme ça que j'avais cette idée de sélection. Ouais, je crois que c'était plus... Il avait choisi la flûte, c'est-à-dire... voilà, je pensais au maître de shakuhachi, qui avait peut-être 5 shakuhachi différents en fonction
de son humeur et tout, et qui sortait, qui ouvrait sa mallette et qui choisissait, qui prenait bien le temps avec ses doigts de choisir le shakuhachi qui allait lui servir pour son concert. Voilà, voilà. Le suivant. Oups. On a notre shakuhachi cette fois-ci en haut. En dessous, on va avoir le soleil levant, c'est-à-dire le jour. Et en dessous, un trait. Ce kanji-là, c'est l'aube, le soleil levant. Et au-dessus, le point du jour, si vous voulez. Et en haut, j'ai mon shakuhachi. Ça, c'est un kanji très commun, donc à connaître. Puisque c'est hiru. Hiru. La journée. Ça correspond au moment de la journée où le ciel est levé. En particulier, le milieu de la journée, quand le soleil est bien haut dans le ciel, autour de midi. La lecture on. Et donc on le trouve notamment dans Hiru Gohan, le repas de midi, et on a aussi la version avec des lectures on là. Chushoku, le repas de midi, le déjeuner. Hiruma, ça c'est pas du tout de la lecture on, c'est de la lecture kun. Il y a des petites fautes parfois, ça arrive. Là aussi, c'est pas de la lecture on. Bref, donc ça veut bien dire voilà, la journée dans le sens par opposition à l'aube, au soir et à la nuit. Le moment de la journée où le soleil est haut dans le ciel. Quelle histoire je m'étais fait pour le mémoriser celui-là? Ah oui, bah je pense que j'avais repensé à mes moines zen qui jouaient du shakuhachi et sur le fait qu'il y avait peut-être une sorte de rituel à midi où on jouait du shakuhachi pour pousser, ou le matin pour pousser le soleil à se lever jusqu'à ce qu'il soit haut dans le ciel. Un peu comme la danse de la pluie, mais là j'ai le chant du shakuhachi, pour pousser le soleil à se lever dès le point du jour, jusqu'à ce qu'il soit bien haut dans le ciel et qu'il fasse beau. Et voilà. Donc je crois que c'était une histoire comme ça que je m'étais concocté. Ensuite, alors là on va voir un nouveau composant. Voilà, et aussi qui utilise des choses qu'on connaît déjà. D'abord, j'ai avoir un trait comme ça, comme le 1, ou le plafond, puisqu'il est en haut de mes kanji. Et en dessous, je vais avoir mon drapeau. Ok, là on sort un peu du shakuhachi, on revient sur le drapeau. Et avec tout ça, on crée un kanji et aussi un composant qui est la porte. Une porte. Donc vous pouvez imaginer que peut-être en haut de votre porte, il y a un petit drapeau pour vous indiquer ce qu'il y a derrière. C'est faire la différence entre la salle de classe et le bureau du directeur, par exemple, à l'école. Des choses comme ça, mais en tout cas, ça c'est un composant que vous allez beaucoup voir. Donc c'est la porte. Il faut aussi le retenir juste visuellement en tant que tel, si vous y arrivez. Donc, sa prononciation kun, ça va être to. Et en prononciation on va avoir ko, qu'on va trouver un petit peu moins souvent. On s'en sert aussi comme compteur pour des maisons, mais ça c'est quand même un peu plus rare. Voilà, la lecture to, on la trouve pas mal, comme par exemple à quoi je pense. Je pense à Todana. Voilà, Todana, c'est un petit, une petite commode, un petit cabinet dans lequel vous allez, c'est-à-dire une étagère qui a des portes, un petit placard si vous voulez, une étagère, tana, qui a une porte, todana, tout simplement. Tobukuro, ça c'est ce qui protège, c'est littéralement le sac à porte. Le sac qui contient les portes, en fait, c'est le sac qui contient les volets. C'est l'ensemble à l'extérieur d'une maison japonaise qui contient, dans lequel se rangent les volets en bois extérieur. Voilà, notre porte. Et notre porte, elle va nous servir, les amis.
Et oui, on va beaucoup s'en servir. D'abord, on va lui mettre une petite lune en dessous. La lune, vous vous en souvenez, c'est pour souvent les parties du corps, la chair, hein, la viande. Et là, ça n'y fait pas exception, hein, c'est l'épaule, kata. On a aussi ce ken, mais qu'on trouve plutôt, voilà, comme... qu'est-ce que c'est déjà Ken, kotsu... J'ai oublié comment on disait l'omoplate, mais c'est pas grave, je suis pas médecin, donc c'est pas très gênant. Hein, on a ce kata pour l'épaule. Et ben pour retenir ce kanji, moi j'ai pensé que quand on voulait défoncer une porte, qu'est-ce qu'on utilisait comme partie du corps? L'épaule, hein, et puis on se faisait mal après. Bien sûr, bah voilà, la partie du corps qui sert à défoncer les portes, l'épaule. Ok? Quand c'est facile, c'est bien parce que on peut travailler plus. Ensuite, je vais trop vite. Notre porte, et là en dessous, je vais lui mettre la direction. Un petit peu plus compliqué ici, puisque le sens premier, alors déjà c'est un mot anglais compliqué, la tassel, ça ne nous parle pas beaucoup, c'est une sorte de petit pompon. What? Un petit pompon, une petite... un petit gland, si vous voulez, qui pend au bout d'un rideau, par exemple. Bref, ça ne nous aide pas beaucoup, ce sens premier, là. Hein. Une petite touffe, si vous voulez. Vous pouvez penser aussi que c'est une touffe, voilà. Une touffe de cheveux, etc. Ah oui, ça je ne savais pas. On peut utiliser aussi pour des fruits, des fleurs, un petit bouquet, un petit ensemble, une petite grappe. Hein, une petite grappe. Voilà, on a notre petite grappe avec la direction et la porte. Peut-être que grappe, c'est une bonne façon de le retenir, ce kanji. Je vais me le noter comme ça. Dans ma base de données. Ce sera un peu plus sympa. Bref, là, va falloir se créer des petites histoires, parce que sinon, on va avoir un petit peu du mal à le mémoriser. Et moi, j'avais pensé, je m'étais fait une image mentale avec une porte, et que, en direction de la porte, qu'en direction de la porte, il y avait des rideaux. Hein, qu'en direction de la porte, je voyais des rideaux et qu'il y avait des petits glands, des petits pompons, des petites touffes en bas de ces rideaux. Voilà. Bon. Soit, c'est pas forcément le meilleur truc, mais je savais pas vraiment autre chose. Hein, on peut aussi imaginer, je sais pas moi, que quand je pousse la porte, j'arrive dans une pièce où sont pendus, je sais pas moi, des grappes de saucisses en train de sécher ou je ne sais quoi. Hein, essayez de trouver quelque chose qui vous parle à vous. Il n'est pas facile à mémoriser, surtout ce que celui-là, après on le trouve dans des mots qui s'éloignent un peu de ce sens premier puisqu'on a le mot danbo pour du chauffage par exemple, deibo pour la climatisation. Donc voilà. Donc il n'est pas facile celui-là. Non, pas facile. Faut un peu s'accrocher pour le mémoriser. Le suivant, il est beaucoup plus facile. On a encore notre porte. Et en dessous de notre porte, je vais trouver 2 ailes ou 2 plumes. Hein, hane. Les ailes, les plumes. J'ai ma porte. Et j'ai des plumes. Tout ça,
c'est le mot ogi, hein, qui veut dire un éventail qui se plie. Et cette lecture sen, on la trouve dans le mot, par exemple, sensu, hein, qui est aussi un éventail. On trouve le mot sensu est plus commun que le mot ogi. On le trouve plus facilement. Donc tout ça, c'est un éventail. Un éventail. Bah, moi, j'ai pensé à la forme d'un éventail, quoi. Surtout un éventail qui se déplie comme ça. J'ai imaginé que ça ressemblait un peu à une sorte de porte, quoi, qui pouvait être à l'extérieur assez long et plat et en bois. Et que quand je le dépliais, à l'intérieur, il y avait comme des sortes d'ailes, hein, plutôt des sortes de plumes. Et que après, je pouvais le faire battre comme des ailes. Pour m'éventer et avoir moins chaud. Donc voilà, notre petit éventail en plumes. Celui-là, pour le coup, il se mémorise un peu mieux. Coucou abeille dans le chat. Le suivant. Alors, le suivant, il est intéressant aussi. Cette fois-ci, on va d'abord avoir la clé du feu. Ça brûle. À gauche, on a le feu. On a le feu, les amis. Et à droite, on a la porte. La porte qui garde le feu. Qu'est-ce que ça peut être tout ça? Eh bien, le sens de ce kanji, c'est un foyer, dans le sens là où brûle le feu, le foyer. La fournaise, le réacteur, vous voyez. Irori, hein, on le trouve plutôt... ouais. On va le voir... voilà. Comme ça, plutôt. Irori, c'est un brasero au centre de la pièce japonaise, Irori. Donc une façon traditionnelle de se chauffer, hein, tout ce qui est en rapport avec de chauffage, ce genre de choses pour ce kanji. On a le mot konro qui est un petit réchaud à gaz. Alors, je ne savais même pas qu'il s'utilisait avec ce kanji là, parce que généralement on le voit plutôt en kana. Parfois, j'ai en katakana d'ailleurs, ouais, voilà, plutôt un konro, on le voit comme ça. Bon, c'est ce ro là. Mais surtout, on va avoir danro, hein, qui est la cheminée, pas dans le sens la cheminée d'où s'évacuent les fumées, mais surtout le foyer de la cheminée. Hein, le foyer de la cheminée. Voilà. Donc, on peut imaginer une sorte de... on peut imaginer un poêle à bois avec une petite porte derrière laquelle il y a du feu, hein, et on ouvre la petite porte, on met un peu de bois dedans, on ferme la petite porte et notre poêle à bois chauffe très très vite et ça nous fait un super source de chaleur en hiver. Ensuite, ma porte, et en dessous de ma porte, quelque chose de grand, quelqu'un de grand, ou le grand chien, grand Saint Bernard, tel que l'a désigné Monsieur Heissig dans sa méthode. Le sens de ce kanji, c'est le retour, le fait de revenir sur ses pas, ou de faire un chemin à l'envers. On a ce verbe là, modoru, qui veut dire revenir sur ses pas, et aussi le verbe transitif, modosu, qui veut dire plutôt rendre quelque chose. Hein, modoshite kudasai, rendez-moi ça s'il vous plaît. Cette lecture, rei, je vous avoue, je la connais pas trop, mais les verbes modoru et modosu, ceux-là, ils sont très très courants. Donc, vous voyez, ouais, niveau JLPTN 3, on est dans quelque chose d'assez courant. Et ben, moi j'ai imaginé quelqu'un qui était très grand et qui voulait rentrer dans un restaurant. Sauf qu'il était tellement grand qu'il n'arrivait pas à passer la porte.
Et donc, tout déçu, et vous allez voir, la déception va nous aider pour le kanji suivant, tout déçu, il revenait chez lui, il revenait sur ses pas, et il ne pouvait pas aller au restaurant avec ses amis. Donc une histoire bien triste, parce que la porte ne le laissait pas passer, puisqu'il était trop grand. Il n'arrivait pas à passer en dessous. Et du coup, qu'est-ce qui lui est arrivé à notre ami qui n'a pas pu rentrer dans le restaurant et qui est rentré chez lui tout penaud? Eh bien, je vais ajouter à ce kanji la clé de l'eau. Et je garde mon petit kanji de modoru, revenir sur ses pas. Et là, on va avoir un kanji bien triste puisque ce sont les larmes. Et oui, namida, namida, les larmes. Notre grand monsieur qui n'a pas pu passer la porte, il est rentré chez lui et il était tellement déçu qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps d'avoir raté son rendez-vous. Cette lecture d'Ui, on la trouve moins souvent, mais oui, il y a Rakurui. Rakurui, pleurer, laisser couler des larmes, par exemple. Mais Namida, Namida, très joli kanji. Et vous voyez, on peut se faire une histoire avec les larmes et le fait de rentrer, revenir. Le suivant, il est un petit peu bizarre, en tout cas l'histoire que je m'étais faite pour le mémoriser, elle est bizarre. Donc j'ai toujours ma porte, et en dessous de ma porte, cette fois, j'ai mes dindes. La dinde. Donc je pousse la porte et je vois une dinde. Que se passe-t-il? Ce kanji-là indique l'emploi, le fait d'employer quelqu'un, d'engager quelqu'un. Hire en anglais, ça veut dire engager quelqu'un, recruter, tout le recrutement. Donc c'est yatou, ça veut dire solliciter les services de quelqu'un, enfin employer quelqu'un. Voilà, employer quelqu'un, engager quelqu'un. Et avec cette lecture ko, je pense au mot kaiko, qui veut dire un licenciement, le fait de virer quelqu'un, de licencier. Kaiko. Kai, c'est la dissolution, donc la dissolution de l'emploi, le licenciement. Voilà. Vous avez des mots comme koyo aussi. Hein. Et donc, moi j'ai pensé un peu à une potiche à la réception. J'ai imaginé qu'on poussait la porte pour rentrer dans un bureau, voilà, et j'ai pensé qu'il y avait une grosse dinde à l'accueil. Et que cette dinde, son emploi, elle avait été employée pour accueillir les gens à la réception, et que c'était pas une super décision parce que c'est une dinde, quoi. Voilà. Donc voilà. Allez, on va s'en faire encore 2, histoire de terminer cette petite série sur la porte. Donc, cette fois-ci, je vais avoir le kanji qu'on vient de voir, l'emploi, le recrutement. Donc avec notre dinde, mais je vais l'avoir uniquement dans la partie gauche. Ok. Et à droite, je vais avoir le composant de la tête. Hop. Ok. Hop. La tête. Le sens de ce kanji, on le retrouve dans le verbe qu'on voit là, kaeri miru. Si vous regardez ce verbe, il y a kaeru, le fait de revenir, et miru, regarder. Et kaeri miru, ça veut dire faire repenser à quelque chose, faire une sorte d'examen de conscience. Hein. Je me souviens du passé et je regarde. Donc je me retourne en arrière et je regarde derrière moi et je me souviens du passé. En lecture on, on a encore ko. Donc c'est un joli verbe, un kanji un peu compliqué, mais voilà. Il y a cette idée de réfléchir à nouveau, réfléchir au passé avec ce kanji. À la réflexion, est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'engager cette dinde pour la réception de la société, hein.
Donc voilà, on repense à quelque chose, on, on revient en arrière. Euh, voilà, c'est tout le sens de ce kanji. Euh, Désolé, je me prends une petite note. C'est vrai que voilà, hein, quand on se creuse un peu la tête et qu'on y repense, hein, avec l'idée de repenser à quelque chose, on se dit que c'était pas une bonne idée d'avoir engagé cette dinde à la réception. Voilà, c'est ça, comme ça que je m'étais fait cette histoire avec les deux. Et alors le suivant, je me souviens très bien de l'histoire que je m'étais faite avec. Je vais le faire un peu moins haut celui-là, parce qu'il est que dans la partie haute du kanji. Donc j'ai la porte. À droite de la porte, j'ai mon sinistre contremaître. Sinistre personnage. Là, dans l'histoire que je me suis élaborée, il est pas sinistre, mon contremaître. Et en dessous, j'ai la bouche. Le sens de ce kanji, c'est de révéler quelque chose, dire quelque chose d'important, voilà. Avec cette lecture on qui est kei, on le trouve notamment dans des prénoms, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un kanji relativement, ouais, pas méga commun, mais on le trouve quand même, hein. Mais bon, vous voyez, Keihatsu, l'illumination. Ah oui, avec Heike, hein, qui est une formule de politesse qu'on utilise dans toute la correspondance écrite, les courriers, les emails, tout ça. Heike, ça veut dire cher monsieur, madame, etc. C'est beaucoup plus court que tout ce qu'on met dans nos correspondances. Et Tenkei, la révélation divine. Donc cette idée de révélation providentielle, voilà, on révèle quelque chose de très important. Bon, Satosu, ça va être plutôt avec d'autres kanji, hein, si je dis pas de bêtises, ouais. Et pareil pour Hiraku, il y a aussi d'autres kanji pour ça. Donc ces lectures kun, on les trouve pas beaucoup pour ce kanji-là. C'est vraiment cette lecture kei qu'on trouve le plus souvent. Et donc c'est une révélation. Il y a une révélation ici. Et la révélation de quoi ? Moi j'ai imaginé, j'ai repensé à la série Tokyo Midnight Dinner, qui est une série très sympathique. Ça s'appelle comme ça, hein, ouais. Midnight Dinner Tokyo Stories, qui est sur Netflix. Il y a un manga aussi. Et là, j'ai pensé que le contremaître, c'était un peu le cuisinier de cette série, le master de cette série, comme les clients l'appellent. Et j'ai imaginé que, donc voilà, qu'on poussait la petite porte de notre petite gargote, de son petit restaurant là, que dedans il y avait le maître, le contremaître, enfin le chef cuisinier, et qu'il disait rien, qu'il ouvrait pas la bouche tellement, parce que il voulait pas révéler les secrets de qui voulait pas révéler les secrets de ses recettes et de sa cuisine. Donc voilà. Et puis ça va être tout. Et c'est déjà pas mal pour cette petite session.